Un seul jour sans sommeil réduit ta vitesse de réaction, affaiblit tes capacités d'analyse et provoque du stress. Après 3 jours sans sommeil, une personne se sentira irritable et ses facultés cognitives diminueront. Une semaine sans sommeil peut entraîner de graves problèmes dans tout ton corps. Tu ne fais plus la différence entre la réalité et l'imagination et tu n'as absolument aucune idée de ce qui se passe autour de toi. Mais en janvier 1964, un jeune homme a réussi à rester éveillé pendant plus de 11 jours. Et à la fin de cette expérience, il se sentait tout à fait normal. C'est le temps le plus long qu'une personne a passé sans dormir. Cet événement a même été inscrit dans le livre Guinness des records. Et il a permis aux scientifiques d'en apprendre beaucoup sur la structure du cerveau humain. Tout a commencé à la fin du mois de décembre 1963. Deux lycéens, Randy Gardner, 17 ans, et son ami, réfléchissaient à une idée pour un projet scientifique. Les deux amis ont rapidement décidé qu'ils feraient une expérience sur le sommeil. L'objectif était de rester éveillé le plus longtemps possible et de battre le précédent record. Il avait été établi par un DJ qui avait réussi à travailler pendant 260 heures d'affilée. Cela représente presque 11 jours complets. La musique à fond et le fait d'être constamment en mouvement avaient permis au DJ de rester éveillé. Mais pour Randy, il allait être difficile de rester occupé, surtout la nuit. Au départ, le sujet du projet était l'influence de l'insomnie sur toutes sortes de capacités humaines. Nos deux garçons ont rapidement réalisé qu'ils n'avaient pas le bon équipement pour une étude en bonne et due forme. Du coup, ils décidèrent de découvrir en quoi le manque de sommeil affecte nos capacités cognitives ainsi que notre aptitude à jouer au basket. Randy devait rester actif et son ami faisait tout pour qu'il ne s'endorme pas. Au début, tout se passait bien. L'ami assistant tenait un journal où il notait les moindres changements dans le corps du sujet de l'expérience. Les 2 premiers jours furent assez faciles pour Randy. Il était tout le temps debout, jamais allongé. Il se sentait agréablement stimulé, s'amusait et faisait du sport. Pendant tout ce temps, son ami prenait des notes dans son journal. Mais le 3e jour, c'est l'ami qui s'est endormi contre un mur. Il s'était assoupi en prenant des notes. Heureusement, Randy a réussi à rester éveillé. Les garçons ont vite compris qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans une aide supplémentaire. Ils ont donc appelé un 3e ami et ont rédigé un article pour un journal de San Diego. William Demant, de l'université de Stanford, a lu l'article et s'est intéressé à cette expérience. À cette époque, Demant était probablement la seule personne au monde à étudier le phénomène du sommeil. Il a immédiatement fait sa valise et est allé rendre visite à Randy. Ainsi, 4 personnes participaient désormais à l'expérience. Ils testèrent le goût, l'ouïe et l'odorat de Randy. Après 3 jours, ses capacités cognitives et sensorielles commencèrent à décliner. Le lendemain matin, Randy se sentit nauséeux. En cherchant dans la maison, il trouva des agrumes. L'odeur des mandarines et des oranges l'aida à se débarrasser de cette sensation désagréable. Nos amis ne dormaient plus qu'à tour de rôle. Ils ne laissaient jamais Randy s'ennuyer. S'il fermait les yeux ne serait-ce qu'une seconde, le sommeil pouvait l'engloutir instantanément. Un jour, ils jouèrent au basket pendant des heures et le lendemain, ils allèrent au bowling. Une fois la nuit tombée, les choses devenaient plus difficiles. La nuit, personne ne savait quoi faire. Ils s'ennuyaient et il était difficile d'empêcher Randy de s'endormir. Étonnamment, même après une semaine sans sommeil, Randy continuait à réaliser d'excellentes performances au basket. Il jouait même mieux que ses amis. De plus, ce qu'il disait demeurait clair et logique. À ce moment-là, la plupart des journaux américains avaient écrit des articles sur l'expérience. Randy était devenu une célébrité et cela l'aidait à rester éveillé. D'autres scientifiques vinrent observer l'expérience. À l'aide d'exercices de mathématiques, ils testèrent les capacités intellectuelles de Randy. Et là, il montra de mauvais résultats. Il était en train de résoudre un problème de maths quand soudain, il oublia ce qu'il était en train de faire. Les chercheurs scannèrent également son cerveau et enregistrèrent son activité. Finalement, l'expérience touchait à sa fin. Dans quelques heures, Randy allait battre le record précédent. Il n'avait pas dormi depuis presque 11 jours. Les scientifiques décidèrent de l'emmener dans un hôpital spécialisé pour voir comment son cerveau se comporterait une fois qu'il se serait endormi. Le 8 janvier 1964, à 2 heures du matin, le nouveau record fut établi. Randy n'avait pas dormi depuis 264 heures. Enfin, il pouvait aller se coucher. Les chercheurs attachèrent des électrodes à son crâne pour observer l'activité de son cerveau. Randy tomba dans un sommeil profond. Plusieurs heures passèrent. Il se réveilla, alla aux toilettes, puis se recoucha. Cela dura 8 heures, 10 heures. Randy ne se réveilla qu'au début de la 15e heure de sommeil.
Et il se rendit tout simplement à l'école. Tout le monde était surpris. Il semblait que cette expérience délicate n'avait pas eu de conséquences négatives. Randy continua à étudier comme avant, à jouer au basket et à passer du temps avec ses amis. Pendant ce temps, les scientifiques étudiaient les résultats de leurs recherches. Il s'avéra que pendant toute l'expérience, le cerveau de Randy n'avait pas arrêté de faire la sieste. Les différentes parties de son cerveau dormaient les unes après les autres. Lorsque le garçon jouait au basket, ses capacités d'analyse étaient mises en veille. Lorsqu'il travaillait sur des problèmes de mathématiques, la partie de son cerveau responsable des réactions s'éteignait. En d'autres termes, une partie de son cerveau se reposait un peu, puis elle se réveillait, et une autre partie de son cerveau allait faire la sieste. Savais-tu que tes chances d'être frappé par la foudre sont de 1 sur 530 000 ? Les chances de gagner au loto au moins une fois dans sa vie sont de 1 sur 500 000. La probabilité de gagner 2 fois au loto est quasiment nulle. Cette histoire incroyable peut sembler être de la fiction tant les événements semblent irréels. Il est d'ailleurs peu probable qu'un réalisateur veuille en faire un film, car le public n'y croirait pas. Mais tu pourras facilement en trouver des preuves sur Internet si tu n'y crois pas non plus. Nous voici donc en Australie en 1998. Et voici Bill Morgan. Il vit dans une caravane à la campagne et travaille comme chauffeur de camion. Un matin, il prend le volant pour aller au travail. Pendant le trajet, Bill se sent mal. Il arrête la voiture et perd connaissance. Quelqu'un le remarque et appelle une ambulance. On l'emmène à l'hôpital. Les médecins constatent immédiatement que Bill est victime d'une crise cardiaque. Ils lui administrent le traitement nécessaire à l'aide de médicaments. Mais l'état de Bill s'aggrave à cause d'une réaction allergique. Son cœur s'arrête. D'un point de vue médical, si le cœur ne bat pas pendant 7 minutes, cela signifie que la personne est décédée. Le cœur de Bill ne fonctionne plus depuis environ 14 minutes. Il semble que tout soit fini. Mais les médecins continuent de lutter pour sa vie. Et puis, un miracle se produit. Bill revient à la vie. Son cœur bat à nouveau, mais son cerveau ne montre aucun signe de vie. Bill est plongé dans un coma profond. Quelques jours passent. Les médecins comprennent que Bill risque de rester dans un état végétatif jusqu'à la fin de sa vie. Même s'il reprend conscience, son cerveau sera toujours endommagé. 12 jours s'écoulent. Les médecins proposent à la famille de Bill de débrancher la machine de maintien en vie, mais la famille refuse. À ce moment difficile, la famille rencontre un spécialiste d'un autre hôpital. Il leur parle de traitements expérimentaux qui pourraient les aider. Ils n'ont aucune garantie que Bill survivra, mais ils peuvent au moins essayer. La famille accepte et Bill est transféré dans un autre hôpital. Après avoir reçu un nouveau médicament, Bill passe encore 15 jours dans le coma. Puis, un jour, il reprend ses esprits et se rétablit. Ce qui lui est arrivé est ce que les médecins appellent un miracle médical. Mais d'autres miracles l'attendent. Il retourne dans sa caravane à la périphérie de Melbourne et continue d'y vivre avec sa petite amie Linda. 12 mois s'écoulent. Bill travaille à nouveau comme chauffeur. Il a demandé sa petite amie en mariage et se prépare à la cérémonie. Il monte dans son camion et se rend en ville pour affaires. En chemin, il s'arrête dans un magasin et achète un billet de loterie. En grattant la couche protectrice, il se rend compte qu'il vient de gagner une Toyota Corolla qui coûte environ 30 000 $ australiens. Bill n'en croit pas ses yeux. Sachant que Bill avait des problèmes de santé après sa crise cardiaque et qu'il ne pouvait plus travailler autant qu'avant, cette nouvelle voiture est un cadeau du ciel. Quelques jours plus tard, une chaîne de télévision locale le contacte. Les producteurs veulent faire un reportage sur lui. Ils sont stupéfaits, non pas parce que Bill a gagné à la loterie, mais parce qu'il est sorti du coma. Des journalistes viennent donc le voir, l'interviewent brièvement, puis l'accompagnent en ville dans sa nouvelle voiture. Le réalisateur souhaite que Bill achète un nouveau billet de loterie et le gratte devant la caméra pour que, plus tard, grâce au montage, le présentateur raconte l'histoire de Bill. Il achète donc un autre billet, se rend à une table et gratte la couche protectrice avec une pièce de monnaie. Ses yeux s'écarquillent. Il prend le billet et le regarde plusieurs fois. « Je viens de gagner 250 000 $, dit-il sans y croire. Le caméraman pense que Bill plaisante, mais il a l'air très sérieux. « Ce n'est pas une blague, dit-il. » Il montre le billet et, en effet, Bill a gagné à la loterie pour la 2e fois
Et il l'a fait devant les caméras. Tu peux facilement trouver la vidéo sur internet et voir sa réaction. Bill appelle sa petite amie et lui annonce la bonne nouvelle. Avec cet argent, il quitte enfin sa caravane et achète une vraie maison. La vie s'améliore. Bill a un bien immobilier, une voiture et une jolie femme. Il achète régulièrement des billets de loterie, mais ne gagne rien. En tout cas, c'est ce qu'il affirme. Nous sommes en hiver 1980. Nous nous trouvons dans la petite ville de Langby. Jean Hilliard, 19 ans, rentre chez elle en voiture après avoir rencontré un ami. Elle prend un raccourci et s'engage sur une route glissante et verglacée. Dans l'obscurité, elle perd le contrôle de sa voiture à traction arrière. Le véhicule s'écrase dans un fossé. Clignotant d'urgence, chute de neige, nuit et gel intense. Jean sort du véhicule. Elle ne porte qu'un léger manteau d'hiver, des moufles et des bottines. La température de l'air est beaucoup plus basse que dans un congélateur. Jean est sûre que son ami habite tout près, alors elle marche dans cette direction. Elle grimpe une haute colline et se rend compte qu'elle s'est trompée de route. Il semble qu'elle se soit perdue. La jeune fille erre sur quelques kilomètres de plus et remarque au loin la maison de son autre ami. Frigorifiée, elle s'y dirige. Puis, tout devient noir. Jean perd connaissance. Le lendemain matin, un éleveur du nom de Wally Nelson se réveille de bonne humeur. C'est la saison des fêtes. Dehors, la nature ressemble à un conte de fées hivernal. Il sort de chez lui et remarque le corps de Jean Hilliard gisant à quelques mètres de son porche. Wally s'approche de la jeune fille, la secoue et est horrifié. Son corps est raide et froid comme du bois gelé. Ses yeux sont ouverts et ne bougent pas. Ses cheveux sont congelés. Elle n'a pas l'air vivante. Mais Wally voit qu'elle respire encore. Jean a réussi à survivre. Wally veut la mettre dans sa voiture pour l'emmener chez le médecin. Mais le corps de la fille ne se courbe pas et ne peut pas entrer dans la voiture. Il a l'impression de porter une statue. Il prend une voiture plus grande et se précipite à l'hôpital le plus vite possible. Les médecins prennent Jean en charge, mais ils pensent qu'elle n'a aucune chance de s'en sortir. Sa main est si gelée et si dure qu'aucune aiguille ne peut la pénétrer. Une température basse, des yeux vitreux et des muscles rigides comme la pierre sont les effets de ce mode d'urgence. Son corps a dirigé tout le sang vers les organes vitaux pour assurer leur fonctionnement. C'est pourquoi d'autres parties de son corps semblent sans vie et sa peau et ses muscles ne réagissent à rien. Les médecins décident de mettre des coussins chauffants sur la jeune fille pour la réchauffer. La famille espère qu'elle se rétablira, mais pour l'instant, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est attendre. Les engelures sont très dangereuses, car tous ces fluides gelés commencent à se dilater. Remplissez une petite bouteille d'eau et mettez-la dans un congélateur pendant quelques heures. Sortez-la ensuite et vous verrez que la bouteille semble s'être dilatée, voire s'être fissurée, en raison de l'augmentation du volume de liquide. La même chose se produit à l'intérieur de notre corps. Nous sommes constitués de près de 70% d'eau. Lorsqu'elle gèle, ces particules se transforment en cristaux de glace et déchirent les membranes cellulaires. Les fragments de glace peuvent s'étirer et détruire les tissus. C'est ce qu'on appelle des gelures. En outre, notre corps peut ralentir tous ces processus internes dans des conditions de froid extrême, afin d'économiser ses forces et son énergie. Le cœur produit moins de battements et les poumons cessent de consommer autant d'oxygène. Le métabolisme ralentit. C'est ce qui est arrivé à Jean, et c'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie ce jour-là. Elle est restée allongée dans la neige par grand froid pendant environ 6 heures. Mais pourquoi les particules de glace n'ont-elles pas commencé à détruire ses membranes cellulaires? Comment son corps a-t-il résisté à de tels dommages et réussi à survivre? De retour à l'hôpital, les médecins sont heureux de voir Jean se rétablir. Le sang chaud se répand dans les vaisseaux gelés et ramène son corps à la vie. Étonnamment, les cristaux de glace n'ont pas endommagé ses muscles ni sa peau. Quelques heures plus tard, la jeune fille reprend conscience. À midi, elle commence à parler. Jean ne sait pas ce qui s'est passé. Elle se rappelle avoir marché jusqu'à la maison de son ami, puis s'être réveillée à l'hôpital.
Ce qui l'inquiète le plus en ce moment, c'est que la voiture de son père gît quelque part dans un fossé. Il s'avère que la jeune fille est tombée et a rampé à 4 pattes jusqu'à la maison de Wally Nelson. Elle ne s'en souvient pas, mais apparemment, son cerveau a activé l'instinct de survie cette nuit-là. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ramper sur les derniers mètres. Jean s'est évanouie devant la porte et est restée là pendant 6 heures. Les médecins examinent la jeune fille et constatent qu'elle est en parfaite santé. Elle sort bientôt de l'hôpital.